Réunion des pays de la zone franc à Paris sur le tapis, l'avenir du franc CFA. Il s'agissait de savoir s'il devrait être toujours arrimé au trésor français. Question à revoir en avril prochain lors de la prochaine session. Le 16 octobre sera célébrée la 39e journée mondiale de l'alimentation. À Lomé, le ministère de l'Agriculture a fait le point des activités menées pour assurer la sécurité alimentaire aux populations. Dans les rues, il y a eu une caravane pour sensibiliser sur l'importance d'une telle journée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les couleurs de la Journée mondiale de l'alimentation s'annoncent. L'événement est célébré chaque 16 octobre, mais le ton est déjà donné par une caravane qui a sillonné les rues de Lomé pour attirer l'attention individuelle et collective sur la situation de la faim dans le monde. Et sur le plan officiel, à la veille de cette manifestation, l'heure est au bilan des stratégies déployées pour amenuiser la vulnérabilité des populations. Augustin Kossi, Rachel Laoukou. La sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté préoccupent la communauté internationale et des actions sont menées à tous les niveaux pour lutter efficacement contre la faim et la malnutrition à l'horizon 2020. Et au moment où le monde entier s'apprête à commémorer pour la 39e fois la journée de l'alimentation le 16 octobre prochain, l'heure est au bilan. Au cours de ce point de presse, la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a une fois encore salué les efforts du Togo en matière de sécurité alimentaire. Que parmi les pays qu'on connaît, qu'on suit, que les FAO, dont les FAO fait le suivi, le Togo est bien placé dans son engagement pour réduire la pauvreté rurale. Le Togo est très engagé au niveau plus haut de l'État et au niveau de tous les départements avec lesquels les FAO travaillent. Et c'est ça qui fait la réussite du Togo dans ce processus. Pour le gouvernement, cet engagement et la volonté politique ont manifestement permis au Togo de réaliser cette performance. Et la protection sociale reste un pilier essentiel pour faire de l'agriculture un moyen de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Tous les bilans reconnaissent que le Togo a structurellement modifié son appareil de production au point d'être installé et c'est reconnu de par le monde, donc au point d'être un pays exportateur de produits vivriers. En collaboration avec la FAO, le ministère a voulu organiser cette caravane pour sensibiliser l'opinion publique sur le problème de la faim, mais en même temps encourager toutes les actions qui sont menées dans le domaine pour rétablir la résilience des populations qui sont malheureusement prises en étau par ce monstre qu'est la pauvreté. En prélude à cette journée, Téléfood, un programme de la FAO, a organisé une caravane à travers les artères de la ville de Lomé. Elle est destinée à sensibiliser l'opinion publique et à collecter des fonds devant financer des projets agricoles en milieu rural. Et pour la circonstance, c'est Tonjoaré dans les savanes qui va accueillir les manifestations de cette 39e journée mondiale de l'alimentation. L'agriculture est un secteur à fort potentiel sur lequel mise le gouvernement pour redresser l'économie du pays. 70% de la population active y travaille. Dans les mesures envisagées, il y a la mécanisation agricole, mais aussi la formation de plusieurs jeunes techniciens qui seront reversés sur le terrain grâce au concours de l'Agence nationale pour l'emploi. Pierre Soussoupo. Sur ces dernières années, des actions pour créer des conditions favorables à la création d'emplois et au développement de la petite entreprise en faveur des jeunes ont été significatives avec des conséquences bien mesurées. Mais au-delà, un constat se dégage. Le chômage et le sous-emploi restent des défis à relever, surtout en milieu rural. Signe que la problématique de l'emploi demeure
l'heure actuelle et nécessite de nouvelles orientations. Parmi celles-ci, le recours au secteur agricole comme source de création d'emplois durables et le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural élaboré par le gouvernement se propose de contribuer à la transformation progressive et durable de l'économie rurale togolaise. Il est prévu que 1800 micro-entreprises vont être créées, dont 1100 pour les jeunes et un certain nombre de coopératives. L'impact va aller au-delà de 280 000 personnes. Donc, c'est dire que ces ressources et tout l'appui technique qui va être donné va permettre de donner un impact assez important. Parce que si on appuie les jeunes et les moins jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est là où on peut avoir des solutions. Le développement du secteur des micro et petites entreprises rurales, une réponse dans l'amorce d'une transformation réussie du milieu rural. Bien évidemment, en favorisant le développement des activités économiques rentables, compétitives, attrayantes et qui intéressent surtout les jeunes. Si nous trouvons l'intelligence pour orienter nos jeunes, à la fois dans l'entrepreneuriat rural, mais aussi tout le monde ne veut pas être entrepreneur, et pour avoir des emplois de qualité, notamment par exemple machinisme agricole, etc. Donc on aura un cercle vertueux qui permet d'adresser et la question de l'emploi direct, salarié, mais aussi de l'entrepreneuriat rural jusqu'à l'exportation. Donc c'est là où on peut conclure que le secteur agricole ou l'agro-industrie donne plus de réponses potentiellement que l'ensemble de l'économie. Et d'ailleurs, quand on va démarrer la décentralisation, je pense que c'est sur ces emplois ruraux de qualité qu'il faut miser, de même que les emplois liés à l'environnement, à l'agroforesterie. Pour donner une chance de réussite à ces initiatives, on anticipe déjà sur les difficultés, celles surtout relatives aux possibilités de financement adaptées aux micro et petites entreprises rurales par les institutions de financement. Aujourd'hui, on peut dire que la question de financement est une question provisoire. Les dispositifs d'emploi des jeunes au niveau du FAEJ et également un certain nombre de fonds placés auprès des banques ne permettent pas de donner une réponse hardie. C'est vrai. Les banquiers traditionnels n'ont pas l'habitude de financer ce risque. Pour moi, la question de l'argent n'est plus une question rédhibitoire. Dans ce projet national d'entrepreneuriat rural, met 20 milliards sur la table. Il faut vite le consommer, de façon à ce que le succès amène d'autres fonds. On peut d'emblée dire que ce n'est plus un problème d'argent aujourd'hui. C'est tout l'accompagnement qui va être donné et techniquement, est-ce que les organes publics et les cabinets privés sont prêts? Ça, on peut le régler. Mais nous avons une difficulté terrible. C'est la qualité de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il est difficile de trouver même des ouvriers agricoles dans toutes les zones du pays. Les jeunes sont plus enclins à aller vers des secteurs sociaux, les secteurs industriels. Nous avons donc à travailler sur ce volet. Et le gouvernement, déjà avec la coopération allemande, va appuyer l'INFA de Tové pour être capable de pouvoir délivrer des formations pour 2 ou 3 filières clés. Notamment la filière rizicole, pour des questions d'autonomie alimentaire et d'opportunités d'exportation. Il faut être capable, depuis la semence jusque sur le marché, d'avoir des techniciens capables de gérer ça. Et donc, l'INFA de Tové doit être renforcé dans les curricula et les moyens pour le faire. La même chose sur la filière aquacole. Le management des entreprises rurales s'impose alors pour susciter la qualité de la main-d'œuvre. Jusque-là,
une entrave aux tentatives de financement. Deux projets dénommés respectivement droit des enfants à une identité et éduquer autrement 2 ont été officiellement lancés vendredi à Lomé par l'ONG Bonnefontaine et la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Et c'est en partenariat avec le ministère des enseignements primaires, secondaires, de la familisation et de la formation professionnelle et le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales. L'objectif de ces projets, c'est de venir en aide aux enfants et leur permettre de jouir pleinement de leur droit à l'identité. Victorine Aïssa, Christine Petit-Kialde. Le droit à une identité, le premier des droits qui sont reconnus à l'enfant pour sa protection. Les instruments juridiques internationaux et nationaux comme la CDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Code de l'enfant garantissent ce droit dès la naissance. Malgré l'arsenal juridique mis en place, des centaines d'enfants seraient aujourd'hui privés d'une existence légale. Aujourd'hui, si vous allez voir, avant qu'un enfant va avoir la naissance dans un village, il faut qu'il arrive au CM2. Il veut passer le certificat. C'est le temps là qu'on presse, mais ce n'est même pas lui, c'est le directeur qui les convoque avec nous, notre effort. On les force à faire la naissance à l'enfant. C'est vraiment l'acte fondamental par rapport à un enfant. Et ça lui permet de poser beaucoup d'actes dans son pays. Non seulement à l'école, dans la famille, mais plus tard. S'il n'est pas reconnu à travers cet acte qui permet de le reconnaître, comment il peut contribuer au développement de son pays. Ça l'expose beaucoup à toute forme de violence, d'exploitation. L'analyse du système d'enregistrement des naissances a fait ressortir des difficultés liées à la méconnaissance de la loi relative à l'organisation de l'état civil et aux erreurs de remplissage des registres. Des mesures correctives sont mises en œuvre par le gouvernement, soutenues dans cette démarche par l'ONG Bonnefontaine à travers le projet Droit des enfants à une identité. 35 cantons et communes des préfectures de Bassar, d'Oufelgou et Haro sont concernés. Lorsque certains parents prennent l'attestation de naissance au centre de santé, pour eux c'est l'acte de naissance. Et ils ne continuent plus le processus. Et le jour où on leur demande à l'école d'amener l'acte de naissance, ils sortent avec l'attestation de naissance qui a été remise au centre de santé. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire. Le terrain a montré réellement qu'il y a un grand problème en termes d'acte de naissance de qualité. Donc nous allons travailler à ce que cette société civile-là accompagne Bonnefontaine à aller vers une réclamation d'un service d'acte de naissance de qualité. Et ceci ne pourra que soutenir justement les deux premières orientations que sont la mobilisation, l'éveil à la base pour que les communautés elles-mêmes la comprennent qu'elles ont des droits, mais aussi qu'elles ont des responsabilités à assumer autour de cette question d'acte de naissance. Parallèlement à ce projet, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a lancé la phase 2 du projet Éduquer autrement. Il a pour objectif de réduire les violences faites aux enfants et aux jeunes dans leur milieu d'éducation et d'apprentissage. Faire du conducteur de taxi-moto un entrepreneur, c'est le leitmotiv de la délégation à l'organisation du secteur informel en créant la MUCTAM. Les conducteurs de la région centrale ont été sensibilisés sur la mutuelle à travers des séances d'imprégnation. Le récit de la marque Boudjona. Cette session de formation qui a permis aux délégués de faire le bilan de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto a fermé ses portes sur une note de satisfaction générale. Les participants ont été outillés dans la gestion de la MUCTAM Togo pour le bon fonctionnement de l'institution. Oui, à cet atelier, ça a apporté de satisfaction dans le sens où les membres des instances qui sont en majorité des conducteurs de taxi-moto
savent maintenant clairement quel est leur rôle sur le terrain. Nous sommes satisfaits parce que nos attentes, ce que nous attendons, on l'a eu. Donc, nous partons à la maison avec la conviction de faire mieux maintenant. C'est ça. Donc, nos attentes sont satisfaisantes. Prévu pour renforcer les capacités des différents membres afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle et d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la gestion de la mutuelle. Les participants ont eu droit à des certificats pour sceller la formation. En République démocratique du Congo, la société civile appelle le gouvernement à jouer sa partition dans la bonne organisation des futures élections. Les ONG et associations demandent notamment aux autorités de doter la CENI de moyens adéquats afin de lui permettre de bien organiser les différents scrutins et dans les délais constitutionnels requis. Les organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo demandent aux autorités en charge des élections de respecter le délai constitutionnel. Les ONG de la société civile qui se disent engagées dans une synergie pour la réussite des élections se sont rencontrées à Matadi dans le Congo central du 29 septembre au 2 octobre 2015. Que le gouvernement signe, toutes affaires cessantes, le plan de décaissement pour permettre à la CENI d'organiser les élections. Qu'il facilite la mise en place de la centrale d'achat de matériaux électoraux. Une dizaine d'ONG a analysé en effet les difficultés que rencontre la CENI dans son processus électoral de 2016. Elle décrit un manque criant de moyens pour préparer des élections crédibles et transparentes. La CENI, aujourd'hui, n'a pas donné de calendrier global. Pourquoi? Parce qu'à ces jours, officiellement, elle n'a pas les moyens. Elle décrit qu'il y a un manque de moyens. Mais il y a des drafts qui circulent dans l'administration de la CENI dont nous avons connaissance. Il y a 3 schémas possibles. Le premier schéma, c'est soit on organise les élections présidentielles en juillet 2016 et les législatives nationales en novembre 2016. Le deuxième schéma, soit on organise les élections législatives en juillet 2016 et les élections présidentielles en novembre 2016. Et le troisième schéma, c'est les 2 élections couplées, législatives et présidentielles, en novembre 2016. Pour la CENI, techniquement parlant, la CENI, elle est prête. Mais il lui manque des moyens. La synergie de la société civile a demandé à la CENI de rester indépendante et de réaménager le calendrier électoral pour le publier au courant de ce mois d'octobre 2015. Les Guinéens, eux, ont voté ce dimanche, premier tour de la présidentielle. On avait craint le pire à cause des violences qui ont émaillé la fin de la campagne, mais au finish, plus de peur que de mal. Le vote s'est déroulé dans le calme. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans tout le pays. Plus de 14 000 bureaux de vote ont été ouverts. L'opposition dénonce déjà des irrégularités et annonce qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin, résultats qui seront connus dans quelques jours. Le président Alpha Condé est candidat à sa propre succession face à d'autres concurrents, dont le principal opposant, Sédou Dalein Diallo. Les Turcs iront de leur côté aux élections dans 3 semaines, mais pour l'instant, ce qui retient l'attention, c'est le choc après l'attentat meurtrier qui a frappé la capitale. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Le plus meurtrier de son histoire. Le deuil national a été décrété pour 3 jours. La sécurité renforcée dans la capitale. Hier, je me suis assis et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré en regardant les informations. C'était tellement triste.
aucune humanité, juste cette brutalité. Finalement, rien ne nous différencie plus de l'Irak ou de la Syrie maintenant. La police scientifique procède au dernier relevé à la gare centrale d'Ankara, le lieu du drame. L'attaque n'a pas été revendiquée, ses commanditaires n'ont pas été identifiés, mais dans les rassemblements qui s'organisent, comme ici ce matin à Ankara, ou hier à Istanbul, avenue Istiklal, la foule conspue le président Erdogan et le parti au pouvoir, l'AKP. Ces familles ont passé la nuit à attendre des nouvelles de leurs proches blessés devant cet hôpital d'Ankara. Elles ne voient pas la main de l'État islamique derrière le double attentat. Pour elles aussi, les responsables sont tous désignés. Ils veulent la guerre coûte que coûte. Ils n'acceptent pas d'avoir perdu le 7 juin dernier et que le peuple, les ouvriers, se dressent contre eux. Ils ont peur. Le 7 juin dernier, l'AKP a en effet perdu la majorité absolue au Parlement turc à l'issue d'élections législatives, notamment en raison du bon score réalisé par le parti pro-kurde, le HDP, celui-là même qui avait organisé la manifestation d'hier à Ankara. Les Turcs sont appelés à revoter dans 3 semaines pour des législatives anticipées. L'avenir du franc CFA encore sur le tapis, c'était lors de la réunion des ministres de la zone franc tenue à Paris. Des analystes estiment que certaines clauses économiques qui lient la France à l'Afrique sont désuètes et donc il faudrait que le CFA retrouve une certaine autonomie. Le franc CFA doit-il être remis en question? Depuis plusieurs années, des économistes pointent du doigt les inconvénients du franc CFA sur le développement des pays africains. Une éventuelle sortie de la zone franc pourrait bouleverser les performances économiques des pays émergents. La question de la sortie de la zone franc s'est de nouveau posée lors de la réunion des ministres de la zone franc qui s'est tenue le 2 octobre à Paris, en France. Les pays africains sont indépendants. L'arrêt à telle ou telle monnaie dépend des États. Ces États sont libres d'entrer comme ils sont libres de sortir. Mais pour l'heure, il ne faut pas mal interpréter le propos du président Déby. Je crois que tout le monde s'accorde ici pour dire qu'on peut poser le problème. Avant, c'était 100%, ensuite 65% en cours d'opération. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Lors du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad en août 2015, le président Idriss Déby Itno avait créé le débat. Le chef d'État avait appelé les pays africains à se défaire du franc CFA, dénonçant des clauses économiques dépassées entre la France et les pays africains. C'est un débat qui existe depuis que la zone CFA existe, que le franc CFA existe. Que ce débat soit porté par les uns et par les autres, c'est parfaitement légitime. Je comprends tout à fait que l'on cherche à voir les avantages, éventuellement les inconvénients en fonction des situations. Les pays de la zone franc disposent de 3 000 milliards de francs CFA auprès du Trésor français. La prochaine réunion des ministres de la zone franc se tiendra au Cameroun, à Yaoundé, en avril 2016. Le prix Nobel de la paix a été décerné cette semaine au quartet qui mène le dialogue national en Tunisie depuis 2013. Des avancées notables ont été enregistrées dans ce pays en dépit de la menace terroriste. La distinction a été diversement appréciée par les Tunisiens eux-mêmes. Le prix Nobel de la paix a été décerné le 9 octobre 2015 au quartet qui parraine le dialogue national depuis 2013. Même si la plupart des Tunisiens semblent être surpris par cette bonne nouvelle, beaucoup expriment leur joie face à cette reconnaissance et sont satisfaits du progrès accompli par le pays pour un retour à la stabilité politique. L'intervention du quartet dans le dialogue national a contribué positivement au consensus national après le printemps arabe. J'ai été surpris, mais ce prix Nobel a donné la joie aux Tunisiens.
J'ai été surpris parce que le pays a récemment été la cible des attaques terroristes. Dans un contexte où la Tunisie était plongée dans le chaos des printemps arabes, le Quartet a été crucial dans l'établissement d'un système constitutionnel de gouvernement. Pour le président de la République, Béji Caïd Essebsi, ce prix est le symbole du chemin consensuel choisi par la Tunisie pour une transition démocratique malgré les divergences politiques. Le 25 juillet 2013, lorsque un membre du Parlement, Mohamed Brahimi, a été assassiné, ça a été suivi par des manifestations réclamant le départ du gouvernement. Il y avait beaucoup de tensions et personne ne pensait que nous pourrions sortir de cette crise. Voilà pourquoi le Quartet a obtenu le prix Nobel de la paix. La Tunisie est aux prises avec la menace croissante de l'État islamique. En l'espace de 3 mois, les attentats de Sousse et du Bardo ont fait plusieurs dizaines de victimes. Les autorités, à travers des réformes, renforcent la sécurité dans les différentes villes du pays. Au Togo, on met le cap sur la préfecture de Doufelgou, le parti Unir Bienfaiteur pour les enfants déshérités du milieu. Des articles scolaires pour les aider dans leur scolarisation cette année. Nestor Mouzou. Le cadre du parti Union pour la République, section d'Angpen, porte les élèves en situation difficile dans leur cœur. L'illustration avec ce don, composé de 20 000 cahiers, 300 boîtes de craie et de 40 ballons de football. Ces articles vont être distribués aux élèves identifiés dans les collèges et lycées des 12 cantons qui comptent la préfecture de Dangpen. On connaît ça mot de paysan et les parents ont souvent des difficultés pour vraiment assurer la rentrée des enfants. Alors nous nous sommes dit il fallait leur apporter un appui. Je vais vous dire que de par le passé, ce geste a été fait, mais pas à l'ampleur que nous avons aujourd'hui. Et déjà, nous avons enclenché la dynamique. Et je vous assure que les années prochaines, ça va être frais à une dimension plus grande que celle-ci. Et nous allons nous prendre à temps pour que cela soit fait. Et à la veille de la rentrée, puisque les enfants nécessitent puissent avoir les cahiers et que tout le monde démarre la rentrée de façon effective et sans souci aucun. Les cadres de UNIF d'Angpen sont revenus au Bercail avec un don pour les nécessiteux, mais aussi avec beaucoup de conseils pour tous les élèves. À cette rentrée scolaire, des cas de grossesse ont été déjà enregistrés dans la préfecture, une situation qu'ils ont déplorée. Ils ont exhorté les filles à se ressaisir en refusant de céder au gain facile. Par rapport à l'orientation scolaire, les élèves ont été invités à se diriger beaucoup plus vers les filières porteuses d'emploi, notamment les filières scientifiques et techniques. Non-geste de la part de l'opérateur de téléphonie mobile Togocel à Akpadapé dans les plateaux, permettre aux élèves d'avoir le nécessaire pour poursuivre leur cursus scolaire, ceci à travers l'octroi de kits scolaires, des vivres et non-vivres. Robert Kwatogbe, Rachel Aoukou. L'opérateur de téléphonie mobile Togocel s'engage à nouveau à soutenir l'éducation à la base au Togo. C'est à travers son projet Le Mécénat qui consiste à octroyer des kits scolaires, des vivres et des non-vivres aux élèves nécessiteux. Grâce à l'association Terre de la jeunesse culturelle, les élèves de l'école primaire catholique d'Akpadapé dans le peloton ont bénéficié de cette générosité du leader de la téléphonie mobile de Togo, Togo Cellulaire. Ma demande pour pouvoir venir en aide à cette population, je ne l'attendais pas vraiment, effectivement. C'était une surprise. Je remercie beaucoup Togo Cellulaire parce que déjà c'est une compagnie étatique et ça, je suis fier de ça. Je suis content d'avoir reçu la cadeau de Togo Cellulaire. Je remercie le Togo Cellulaire pour nous avoir donné des cahiers. En plus des autres projets sociaux et mécénat Togocel, une idée se dégage.
Investir durablement dans le social. Cela va faire plus de 18 ans maintenant qu'en marge des objectifs commerciaux qui sont les objectifs de Togo Cellulaire, nous investissons aussi énormément dans le social, comme vous pouvez le constater. Et ça fait 18 ans déjà que Togo Cellulaire est une société citoyenne qui s'engage auprès des œuvres sociales, des œuvres culturelles, et nous soutenons activement toutes les structures ou toutes les ONG qui ont des actions en faveur de la petite enfance et des populations défavorisées et déshéritées. Outre les établissements scolaires, les ONG et les orphelinats bénéficieront du projet Mécénat 2015. La délégation se rendra respectivement lundi et mardi à Théviers et à Moutier. Et puis cette exposition d'œuvres d'art au laboratoire de Lomé, des tableaux inédits qui appellent à la protection de l'environnement, message assez significatif à quelques semaines de la COP21 en France. Mardier à Cap. L'écosystème a représenté dans une symphonie de couleurs qui met en correspondance une trentaine d'œuvres constituées d'arbres et de forêts aux notes parfois surréalistes. Ces toiles livrent tous leurs secrets, laissant aux spectateurs le choix de déceler et de s'imprégner du message que livre la nature. Il y a les branches qui sortent, il y a la mousse quand même, ou des plantes qui poussent autour de cet arbre. On entend les oiseaux. On a l'impression d'être dans une forêt entourée de roseaux, d'arbres. Je dirais que l'artiste a utilisé du vrai bois pour représenter les réalités. Pour l'artiste plasticien togolais Lenuel, certains arbres, par leur situation, leur âge ou leur taille, constituent un héritage naturel et culturel qu'il faut à tout prix préserver et mettre en valeur. Le thème de cette exposition, Cri de la nature, est donc évocateur. Nous avons tout un patrimoine à conserver, à préserver. Si nous continuons dans le sens que nous le faisons actuellement, on risque de perdre tout ça. Ce qui m'a vraiment énormément touché, voire bouleversé, c'est le traitement de la couleur. Il y avait une lumière qui sortait de chacun de ces tableaux que je n'avais jamais vu nulle part. Le gouvernement togolais apprécie cette initiative qui vient à point nommé à l'heure où le monde entier se prépare pour une grande conférence sur l'environnement, la COP 21. Ces tableaux sont en droite ligne des discussions qui vont y avoir. Pourquoi? C'est que si nous déboisons nos forêts, que va-t-il se passer? Nous allons compromettre le cycle de production de l'air, de l'oxygène dont nous avons besoin. Nous venons de découvrir un jeune artiste togolais, talentueux, qui a une technique de peinture assez particulière que je ne connaissais pas. Ces tableaux sont exposés à l'espace d'art contemporain, le laboratoire Lomé, jusqu'au 21 novembre prochain. Durant cette période, des ateliers pour enfants et une rencontre avec le grand public sont prévus pour amener la jeunesse togolaise à faire de l'art un terreau fertile. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve en fin de soirée pour notre édition de nuit. Au revoir.